Je tiens à souligner que cette première session est entièrement féminine. Elle a une autre spécificité. Nous avons parmi nous deux anciennes étudiantes de l'Institut d'études politiques de Grenoble, anciennes étudiantes du séminaire TIMO, et donc de Jean-Paul Burdi qui se trouve en haut de cet amphithéâtre. Et il faudra un jour écrire l'histoire de cette école Burdi, puisque en fait pas mal de gens sont passés par l'IEP, par ce séminaire, pour se découvrir cette vocation de chercheurs, de chercheuses sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, je vais commencer par ma voisine de droite, Myriam Catus, qui est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de l'IREMAM, tout comme Éric Gob et Vincent Gesser que nous avons écoutés hier, qui a dirigé le département des études contemporaines de l'IFPO à Beyrouth, et dont les recherches portent sur l'expression d'une question sociale, tant au Maghreb qu'au Proche-Orient. Ce qui est intéressant, c'est justement la perspective comparative, à travers notamment la question de la revendication des droits sociaux, et plus largement, on pourrait parler peut-être d'économie politique des mobilisations. Sa thèse portée sur les entrepreneurs au Maroc a été publiée en 2008. Elle a depuis co-dirigé plusieurs ouvrages importants, notamment certains qui sont dans votre bibliographie pour ceux qui font le séminaire de troisième année ou qui sont en MMO, notamment celui dont les étudiants aiment beaucoup, et les étudiantes, le livre que tu as co-dirigé avec Fabien Bonnefoy sur les jeunesses arabes. Laurent Bonnefoy, voilà. Du Maroc au Yémen en 2013. Actuellement, Myriam Catus fait partie d'un projet collectif de recherche qui s'appelle CHAC, de la révolte à la guerre en Syrie, conflit, déplacement, incertitude. Je vais laisser Daniel Wilson présenter. Pardon, Daniel, mais pourquoi? Attends, ça me dit quelque chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Présenter la deuxième intervenante. Oui, donc Michel Wilson, je suis président de l'association Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de m'avoir invité à participer à cette animation. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Madame Kmar Bendana, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de la Manouba à Tunis, qui est chercheuse à l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national et qui est chercheuse associée à l'IRMC. Elle est spécialiste de l'histoire de la culture et des intellectuels en Tunisie, entre le 19e et le 20e siècle. C'est aussi une historienne engagée du contemporain et elle tient un blog, c'est ça? Tu as dit blog parce que tu avais mis bloc, HCTC, Histoire et culture dans la Tunisie contemporaine, donc que je vais m'empresser d'aller consulter. Et elle est auteure en 2012 d'une chronique d'une transition, en 2015 de Histoire et culture dans la Tunisie contemporaine. Vous avez donc ces deux livres qui figurent qui sont à la bibliothèque, qui seront versés à la bibliothèque et qui pourront y être consultés. Voilà. Et nous écouterons Gaëlle Gillot, maîtresse de conférence en géographie à l'Université Paris 1 Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, chercheuse au laboratoire IEDES, Institut d'études du développement économique et social, dont la thèse portait sur les jardins publics, là encore de façon comparée entre Le Caire, Rabat et Damas, et dont les recherches sont à la confluence de la géographie urbaine, des études sur les femmes et de la géographie sociale. Et ces travaux portent sur l'espace public, bon, c'est ce qui sera le cas aujourd'hui, mais aussi l'accès des femmes au travail, le droit à la ville, à la mobilité en général. Et elle a co-dirigé en 2016 un ouvrage qui vous intéressera sans doute sur Femmes, printemps arabe et revendications citoyennes, entre autres, hein, mais voilà, pour revenir à vos questions de bibliographie et de fiches de lecture. Alors, nous vous laissons un bon quart d'heure à chacune. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est le quart d'heure cosmopolite. Merci beaucoup et bonjour. Donc pour commencer, moi aussi, je voudrais remercier très sincèrement les organisateurs de ces journées d'études de nous avoir invités, de retrouver des amis et pour ma part, donc, de retrouver aussi ces lieux qui me sont chers. Donc merci Jean, merci Claire, merci aussi Sandrine pour l'organisation. Alors en préalable, je dirais que c'est vrai que pour ma part, si je reviens à mon histoire personnelle, j'ai grandi en Tunisie, j'ai commencé à travailler
grâce à l'IEP de Grenoble sur la Tunisie dans le cadre d'un premier mémoire de recherche. Donc c'était le mémoire de 3e année. Puis très rapidement, je suis partie au Maroc, j'ai fait ma thèse sur le Maroc, etc. Donc c'est vrai que je suis très heureuse de discuter ces 2 journées des dynamiques qui traversent les sociétés maghrébines. Et en même temps, vous l'avez compris à travers la présentation qu'a gentiment fait Claire de mon parcours. Ces dernières années, j'ai essayé essentiellement de travailler au Proche-Orient. Donc j'espère ne pas être trop has-been dans ma présentation, ce qui serait un comble puisqu'on m'a demandé de parler des jeunes. Effectivement, alors je pourrais revenir si vous voulez, mais je pense que j'ai pas trop le temps sur la photo que j'ai choisie pour illustrer ma présentation. Claire a rappelé effectivement que j'ai coordonné avec Laurent Bonnefoy ce livre qui s'appelle Jeunesse arabe du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique. J'ai mis sa traduction en arabe pour faire la maline, mais aussi parce que pour souligner que quand on a fait cette traduction, donc pour une maison d'édition qui s'appelle Arab Publishers et qui diffuse beaucoup dans le Golfe, les principaux problèmes qu'on a eu autour de la traduction et les discussions qu'on a eues sur les possibilités de censure portaient principalement sur les questions liées aux mœurs. C'était vraiment la question qui focalisait l'attention à la fois des traducteurs, des éditeurs, etc. Et puis j'ai aussi participé à ce gros programme européen qui s'appelle Power to Use, qui a été conduit entre 2013 et 2017 à partir de Rome et qui était financé par l'Union européenne. C'était une commande de l'Union européenne qui, à la suite des printemps arabes, demandait à des chercheurs du sud et du nord de la Méditerranée de réfléchir à, je mets entre guillemets, comment empowerer les jeunes arabes, et vous allez voir la façon dont on a essayé de travailler cela, parce que c'est ce que je voulais dire, c'était ma seconde petite remarque. C'est vrai qu'on me demande du coup, à cause de ces travaux, de m'exprimer souvent au sujet des jeunesses arabes, et en même temps je ne cesse de dire que non seulement je ne suis pas du tout une spécialiste des jeunes, mais que au contraire, et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, l'essentiel des travaux qu'on a construits s'attache à déconstruire cette catégorie des jeunesses, à rester fidèle à Pierre Bourdieu qui nous disait que la jeunesse n'est qu'un mot, pour montrer finalement que derrière la construction de cette catégorie sociale, savante parfois et politique, se construisent aussi des formes de domination, de rapports sociaux, de subjectivité, et dans subjectivité, j'entends à la fois assujetion et construction de sujets, c'est-à-dire qu'on a un petit peu les deux perspectives. Donc, en l'occurrence, et comme je suis toujours un peu longue, je vais vous dire de suite ce que je voulais montrer dans le cadre de cette intervention. Je dirais que grosso modo, je serai plutôt à travers ces travaux, à la fois dans Jeunesse arabe, mais surtout dans Power to Use, où on s'est du coup penché pour notre part, notamment avec une collègue qui s'appelle Blandine Destrumeaux. On s'est penché, on était en charge du Work Package, c'est le langage européen, consacré aux politiques ciblant les jeunesses. Alors quand je dis les politiques qui ciblent les jeunesses, c'est celles qui portent le nom de la jeunesse, par exemple la politique de les ministères de la jeunesse et des sports, pour aller vite, mais c'est aussi toutes ces politiques qui ne disent pas la jeunesse, mais qui en réalité ciblent fortement la jeunesse, donc bien sûr les politiques d'éducation, mais aussi les politiques de la famille, les politiques du transport, les politiques sécuritaires et les politiques migratoires. Donc, à travers ces politiques, l'analyse de ces politiques, on a essayé de montrer ce qu'une autre auteure qui s'appelle Linda Herrera montre aussi, c'est-à-dire essayer de montrer comment ces politiques font du topic les jeunesses arabes le lieu de la construction d'un archétype de ce qu'on appelle le précariat. C'est un auteur anglais, Guy Standing, qui a publié en 2011 justement l'année des soulèvements arabes, et pas du tout au sujet évidemment des sociétés arabes, cet ouvrage qui s'appelle le précariat, donc une contraction de précarité et de prolétariat. Donc pour décrire cette situation, ces personnes qui, d'horizons différents, d'activités différentes, vivent dans une situation d'incertitude permanente à la fois vis-à-vis du travail, du logement, de leurs identités, etc. Donc une situation accentuée de risques permanents, de risques sociaux permanents. Donc la construction d'une situation de précariat, là je vous ai mis plusieurs ouvrages récents qui se saisissent des jeunesses arabes à travers cette problématique du précariat, pour montrer comment est-ce que
les politiques prétendant, ou en tout cas affichant comme volonté, l'empowerment des jeunesses arabes contribuent à leur précariarisation en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois à la constitution d'un groupe, mais d'un groupe fondamentalement précaire. Comment? En appréhendant les jeunesses arabes comme une cible d'action cohérente, un groupe social, ça en fait un groupe censé partager des problématiques communes, censé aussi être attaché à des droits et à des obligations, donc un groupe sur lequel intervenir en projetant sur ce groupe un triple regard modernisateur, et moi je dirais souvent orientaliste qui assigne des positions, des attentes, et derrière ce groupe, bien sûr, qui invisibilise des clivages pourtant majeurs. Hein. On le dit souvent, finalement, parler de jeunesse, c'est aussi mettre sous le boisseau, euphémiser d'autres clivages peut-être tout aussi dominants et déterminants que les clivages de détermination, les clivages de génération, les clivages de genre, on va en parler tout à l'heure, les clivages sociaux, les clivages ethniques, etc. Donc, je dirais, ces trois regards modernisateurs sont ceux-là. Je me perds un petit peu dans mon... Donc, premièrement, on déplore que cette jeunesse arabe soit la victime collatérale des impasses du développement. Donc, s'ancre l'idée d'une génération perdue, dont le diplômé chômeur serait l'emblème et dont la bulle démographique exacerberait la pression sur l'emploi, sur le logement, sur la protection sociale, sur l'éducation, etc. Donc effectivement, la région MENA est la deuxième région au monde la plus jeune, mais au sein de cette région, la Tunisie est le pays le plus vieux d'Afrique. Hein. L'âge médian en Tunisie est de 31,4 ans en 2014, contre 28 ans. L'âge médian, ça veut dire qu'il y a autant de personnes sous cet âge que de personnes au-dessus de l'âge. Donc 28 ans au Maroc, 27 ans en Algérie, 24 ans en Égypte. Donc c'est cette idée too many, too needy. Hein, ils sont trop nombreux, ils sont trop désireux. Donc plusieurs, là je vous ai mis des petites images hein, qui incarnent ce récit social de cette génération perdue. Donc là par exemple c'était sur un blog que j'avais trouvé Sidi Bouzi de juillet 2011, Lost in Transition. Donc, on déplore que cette jeunesse soit la victime collatérale des impasses du développement. On attend aussi qu'elle soit le moteur du développement et de la démocratisation. Hein, on l'a vu déjà un petit peu hier. Mais on craint aussi, paradoxalement, qu'elle n'exprime sa radicalité. Hein, la radicalité des jeunes, la radicalité terroriste, en vertu d'un double postulat. Alors le premier, ce serait celui d'un habitus politique jeune. Hein, donc ce serait cet habitus de l'immaturité, de la radicalité par nature, hein, qui collerait au basket des jeunes, et qui va du coup complètement à l'encontre de l'idée que les jeunes seraient des démocratiseurs par excellence. Cet habitus se trouve renforcé aussi par une autre idée tout aussi discutable du caractère violentogène de la misère sociale. Hein. On aurait cette sorte d'équation entre jeunes égale précariat égale terrorisme. Hein. Alors je crois que je vous ai mis plusieurs petites images pour illustrer ça. Pas de suite. Donc d'un côté, cet habitus de politique qui ferait de la jeunesse, qui attribuerait à la jeunesse un comportement politique immature et radical, et puis de l'autre côté, au contraire, l'idée d'une jeunesse apolitisée, faisant défaut de politisation. Hein, on attendrait ces jeunesses politisées comme il y a quelques années on attendait les entrepreneurs ou les démocrates comme les héros de Beckett attendaient Godot. Donc on retrouve ça aussi assez souvent. Alors j'ai été un petit peu vite dans mes images, mais c'est pas grave. On retrouve ça souvent dans la littérature et je pense par exemple, alors c'est pas la Tunisie et le Maroc, mais je me rappelle de ce fameux rapport du PNUD de 2010 sur l'Égypte. Donc le rapport sur le développement humain du PNUD de 2010 s'intéressait précisément aux jeunesses égyptiennes. Donc on est à la veille de la révolution égyptienne.
et par une sorte d'ironie de l'histoire, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais le rapport concluait ainsi: les jeunes citoyens en Égypte sont ceux qui sont les moins propices à s'engager dans tout comportement politique, je traduis mal de l'anglais, hein, et on remarque leur haut niveau d'indifférence aux affaires civiques. Bon, quelques mois plus tard, la Révolution pouvait démentir ce propos, mais je pense que typiquement là, on est face à ce que disait hier Vincent Gesser quand il nous invitait à déplacer le regard. La question, c'est où est-ce qu'on lit, où est-ce qu'on regarde la participation, l'intérêt à la vie politique, à la vie civique, etc. Donc c'est ce que j'appelle, moi, cette idée d'une jeunesse Cendrillon qui se serait réveillée en 2011. On le trouve dans cette idée de Awakening Generation. Hein, on l'a retrouvé très souvent, le réveil des jeunesses arabes, qu'elles se réveillent d'un long sommeil, comme si elles entraient enfin dans l'histoire à la faveur de ce que Vincent appelait hier une immaculée protestation. Alors c'est une idée tenace qu'on retrouve à plein d'endroits, qui constitue à considérer en particulier les sociétés de la région à l'aune de la culture de la révérence ou de la culture de la passion, et qui se renouvellerait à l'aune des comportements politiques de ces jeunes maghrébins et arabes plus généralement, qui ne s'exprimeraient politiquement qu'à travers soit l'apolitisme, soit à travers des formes d'émeutes ou de ce que les politistes américains appellent les ugly movements, hein, ces mouvements affreux, passionnels, ou encore s'exprimant de manière infrapolitique. Donc je dirais à travers ces façons de lire le rapport aux politiques de ces jeunesses arabes et maghrébines entre parenthèses, rien de neuf sous le soleil. Finalement, c'est des vieilles analyses qui se renouvellent à l'aune des mobilisations récentes. Et pourtant, et ça a été souligné à plusieurs reprises hier, on ne peut pas compter le nombre de travaux, je dirais, ces 20 dernières années qui précisément se sont penchés sur des formes de mobilisation multiples et plurielles qui se sont jouées dans les sociétés maghrébines au Maroc et en Tunisie par exemple, mettant en scène des jeunes et des moins jeunes. Mais je pense évidemment au mouvement des diplômés chômeurs marocains, au mouvement estudiantin qui se sont joués à plusieurs reprises, au mouvement ouvriers, au mouvement partisan et à tout ce qu'on a appelé cette bulle de la société civile, engageant de nombreux jeunes et moins jeunes. Je contrôle mon temps, si j'y arrive. Donc, un regard stéréotypé contre lequel, effectivement, il ne me reste pas beaucoup de temps, nous avions souhaité rédiger le fameux Jeunesse arabe avec Laurent Bonnefoy, en privilégiant une entrée par les loisirs, pour rendre compte du quotidien et de la diversité des quotidiens que vivaient ces jeunes arabes qu'on observait dans 18 pays de la région et à travers 38 chapitres, mais aussi pour faire un pas de côté par rapport aux deux grandes focales mobilisées pour discuter des jeunesses de la région en Tunisie, au Maroc en particulier, d'un côté celle de l'accès à l'emploi et de l'autre celle du rapport aux politiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'à travers ces chapitres, on n'aborde pas ces questions-là, mais ils sont loin de saturer ces questions-là. Donc je vous disais que à travers les enquêtes qu'on a menées sur les politiques de la jeunesse, on a essayé de montrer comment ces politiques prétendant empowerer les jeunes arabes contribuaient à construire un précariat, à travers donc ces politiques qui abordent la jeunesse et qui en font un groupe sur lequel agir, mais aussi en abordant ces problématiques jeunes sans tenir compte des contraintes structurelles qui les entourent. C'est en tant qu'individu, on empower les individus, les jeunes arabes, plutôt que on travaille sur les conditions économiques et sociales qui contribuent à leur précarisation à travers des outils, on pourra en discuter si vous voulez dans la discussion, tels que la promotion de crédits jeunes promoteurs, dans le cadre de la contraction de l'emploi public, à travers les politiques de microfinance, à travers la recherche d'équations entre éducation et emploi, à travers le développement de soutien à la société civile, qui sont les principaux dispositifs mis en œuvre dans les politiques de soutien aux jeunes maghrébins, qui précarise ces générations parce qu'elle est conforme à des logiques de marché, parce qu'elle les sort d'hypothétiques filets de protection sociale en leur disant grosso modo devenez entrepreneur de votre propre destin. Empowerez-vous, hein, devenez puissant, on ne sait pas très bien comment. Et puis comment encore est-ce que ça les précarise? En entretenant la prévalence d'une question sécuritaire,
les politiques des jeunes sont de longue date avant tout et principalement des politiques de contrôle, d'encadrement, d'endiguement, y compris géographique. Hein. On expulse des villes les universités. Voilà. Donc, comme je dois aller vite, simplement je vous mets quelques images. Alors je sais qu'autour de la table et dans la salle, on a plusieurs spécialistes du cinéma, donc je fais juste quelques clins d'œil et puis on en discutera tout à l'heure. Alors là, ces premières images pour illustrer, je dirais, plusieurs archétypes de ces jeunesses maghrébines contemporaines. Donc la figure du haraga sur laquelle a travaillé Farida, ce film Vent du Nord que j'ai vu grâce à Khmar, qui montre comment, qui illustre une sorte de communauté de destin, je dirais, dans les mondes ouvriers sur les rives nord et sud de la Méditerranée, ou le Casanegra, ouais. Je vais juste commenter les images. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Voilà. Le Casanegra qui raconte donc l'errance de deux jeunes chômeurs à Casablanca. Donc toujours dans ces mises en images et récits sociaux de la jeunesse et des jeunesses maghrébines, la crainte du péril jeune, donc cette obsession sécuritaire. Donc là, c'est un blog que j'ai relevé en 2015 et donc qui illustre un article où la Tunisie, enfin le sujet de l'article était la Tunisie s'inquiète du fait que le nombre de, enfin c'est le pays qui exporterait entre guillemets le plus de combattants dans les rangs de Daesh en Syrie et en Irak, qui fait évidemment une sorte de d'écho, de correspondance avec d'autres représentations de ce péril jeune. Donc là, les Chevaux de Dieu qui racontent l'histoire de ces kamikazes qui se sont fait sauter à Casablanca en 2003. Et puis là, voilà, une autre image, c'est le péril noir dont on parlait hier à travers, dont Vincent évoquait la question effectivement de la construction d'un discours racial. Donc la crainte du péril jeune, c'est aussi la crainte de l'émigration dans les deux sens. Je vais vite, hein, j'illustre juste. Donc les défauts d'une génération Cendrillon, c'est cette image de la Young Generation Awakening qui se réveille et qu'on retrouve dans le dernier rapport humain sur le développement dans les pays arabes. Un coup de jeune dans la recherche, je voulais juste rappeler que en réalité, l'attention qui est portée aux jeunes arabes n'est pas nouvelle, loin de là. Donc je rappelle par exemple cet ouvrage de Mounia Benani Shraibi qui s'intéressait au mouvement des diplômés chômeurs dès le tournant des années 80 jusqu'au tout récent, quand les jeunes parlent d'injustice, qui est sorti il y a un mois à peine, donc de Imed Meliti et Hayat Moussa, donc qui porte sur des enquêtes à Tunis et qui fait parler des jeunes tunisiens. L'idée d'une génération en attente, une attente qui s'allonge, donc waiting generation pour reprendre l'expression d'une anthropologue américaine, Diane Singerman, donc avec, alors ça on est en Égypte, mais c'est Ahaïza Atagawaz, je veux me marier, c'est l'histoire d'une jeune pharmacienne qui raconte ses tribulations pour se marier. Donc une jeunesse qui s'étire en longueur, pourquoi? Parce que l'âge du mariage ne cesse de reculer. J'ai les chiffres, si vous voulez on peut en discuter tout à l'heure. Parce que l'âge de l'entrée dans la profession ne cesse de reculer, parce que les possibilités d'accéder à un logement personnel ne cessent de se complexifié, et donc finalement on reste jeune de plus en plus longtemps et on peut avoir 40 ans, être sans emploi, habiter toujours chez ses parents. Est-ce qu'on est toujours jeune? Voilà. Bon, le mouvement des diplômés chômeurs qui me semble emblématique finalement de la construction de ces attentes réciproques, les attentes des jeunes mais aussi les attentes qui sont portées sur les jeunes, c'est-à-dire comme une sorte de retour sur investissement. On a investi dans l'éducation et donc protéger les jeunes, c'est aussi protéger les générations plus âgées dans un contexte où les systèmes de retraite par exemple fonctionnent très peu. Donc, qui attend quoi? Qui attend-on? Voilà, pour finir, je voulais juste montrer la diversité de ces représentations de jeunes, donc Bouazizi, Fikri, Zafzari, mais aussi les blogueurs, le mouvement Naïda,
au Maroc, des années 90-2000, donc cette jeunesse casablancaise dont certains sont accusés de satanisme, d'autres images, celle du hittiste, celui qui tient les rues, avec évidemment l'attente qui n'est pas vécue de la même façon pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes, c'est beaucoup moins virilisant, enfin c'est dévirilisant pour les jeunes hommes d'attendre. Une carte d'auto-entrepreneur, quoi de commun entre le jeune hittiste et l'auto-entrepreneur. Et donc finalement, ces politiques de la jeunesse, avec leur dimension très orthopédique, faire de livrer le bon grain, donc empowerer, contrôler, encadrer la violence des politiques. Bon, ce qu'on montrait, c'est que finalement, on a depuis l'indépendance toute une série de politiques qui affichent la volonté de soutenir les jeunesses, mais qui s'avèrent souvent des coquilles vides. On peut en reparler aussi. Voilà, les universités. Et pour finir, les logiques plurielles de la participation. Bon, je rappelle que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 2000, on attendait de Bachar el-Assad, de Mohamed VI ou du roi Abdallah de Jordanie qu'ils soient réformateurs parce qu'ils étaient jeunes. Je rappelle que Kadhafi est arrivé au pouvoir, il avait 27 ans. Voilà. Et je finis avec deux images, et notamment celle du réseau Dousturna sur lequel a travaillé Eric, et qui met je dirais en parallèle d'un côté ce propos réitéré sur le désengagement des jeunes de la vie politique, et au contraire d'autres études qui montrent ces formes d'engagement plurielles et variées. Voilà. J'étais un peu longue, je suis désolée. Merci beaucoup. Ouais, en fait, c'était parfait en termes de temps. Donc, je vous propose de faire les 3 interventions d'un coup, comme on a fait hier, et de garder vos questions pour le débat général. Donc, je laisse la parole tout de suite à, je pense, Gaëlle, si ça te va. Merci, et merci beaucoup, Myriam. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup à Jean-Marcou, à Claire. En fait, je pourrais répéter presque un peu ce que disait Myriam tout à l'heure, c'est-à-dire je suis vraiment très contente d'être de retour à Sciences Po Grenoble, et où effectivement j'ai planté ma petite graine de recherche dans le séminaire de Jean-Paul Burdi, où j'ai commencé à travailler sur l'accès des femmes aux espaces publics pour mon mémoire. Et c'est une ligne, en fait, que j'ai tracée, une espèce de fil d'Ariane que j'ai tracé depuis, puisque en regardant la couverture de mon mémoire avant de venir, je me disais... En fait, j'ai l'impression que j'avais déjà toutes les thématiques de ce que je fais depuis, et en particulier la question des espaces publics, mais aussi la question du travail qui apparaissait déjà, et j'avais oublié complètement que je travaillais déjà sur le travail, et que ce lien entre le travail et l'accès des femmes aux espaces publics, je l'ai redécouvert il y a 5 ans. Et en fait, il était là quelque part au fond depuis très longtemps. Donc finalement, j'ai l'impression de pas trop me renouveler, de tisser toujours la même toile. J'ai l'impression que c'est comme les écrivains, ils écrivent toujours le même livre. Moi, je fais pareil. Donc voilà, je suis très très contente. Alors je suis donc à l'IEDES, c'est un institut sur le développement, et donc on travaille beaucoup dans la même perspective que celle que Myriam a présentée tout de suite. Et je voulais vous dire que en fait je vais pas retracer tout un cadre parce que on a beaucoup de choses, ça se complète parfaitement bien. Et en réalité, beaucoup des cadres
d'interprétations qui ont été décrits par Myriam tout de suite peuvent s'appliquer aussi à une autre catégorie qui est la catégorie femmes. On emploie le même type de vocabulaire, la même façon de se dire il faut empowerer les femmes comme une seule catégorie ou sans aucune nuance à l'intérieur, comme si elles formaient quelque chose d'absolument uniforme, alors qu'évidemment c'est totalement faux, puisque comme pour les jeunes, il y a de multiples catégories et multiples situations qui existent à l'intérieur de ces catégories. Et en particulier, je voulais juste rajouter à la présentation qu'a faite Claire que j'ai été au Maroc pendant 3 ans et demi assez récemment pour un programme un programme d'enquête sur les ouvrières du textile et notamment l'accès au travail, les conditions de travail et l'accès à la ville. Et donc encore cette relation entre le travail et la ville. Et dans le cadre de cette affectation, parce que j'étais en fait en accueil en délégation à l'IRD, donc chercheur et plus enseignant-chercheur, ce qui fait une grande différence quand on fait des recherches. Et donc pendant ces années de recherche intense, eh bien j'ai aussi embrassé une autre thématique qui est la structuration des études de genre au Maroc, puisque j'étais affectée à l'université Mohamed V dans un premier temps à Rabat, puis dans un deuxième temps à l'université de Casablanca, à Hassan II, où il y avait des masters genre et où chacun de ces masters disait qu'il était le premier et le seul à exister. Et donc, on a fait un état des lieux avec ma collègue sur les masters genre et la structuration de la recherche au Maroc, qui va probablement déboucher très bientôt, sans doute en début 2019, sur une association marocaine des études de genre qu'on est en train de structurer et qui, pour le coup, permettrait de capitaliser un peu les recherches, puisque en fait personne ne sait que ce qui se fait, sauf à être du réseau, et qui est une forme évidemment de pouvoir de faire partir du réseau. Enfin, moi aussi je suis un peu longue, donc faites-moi signe. Donc en fait j'ai mis comme dans le programme, je me suis conformée au programme, j'ai mis les femmes dans l'espace public marocain. En fait je traite plutôt des femmes dans les espaces publics marocains, et donc espace public au sens espace urbain, espace ouvert de la ville, et non pas dans les espaces publics de représentation politique par exemple, ou les médias, etc. La question de l'empowerment des femmes, comme les jeunes, est une question qui est extrêmement présente au Maroc. Et le fait que les femmes ont un rapport un peu particulier avec l'espace public s'explique. Avec les espaces publics s'explique, et d'ailleurs les féministes de manière générale ne s'y sont jamais trompées en organisant des marches et des sittings et des manifestations dans les espaces publics, parce que tout simplement, comme le montre l'affiche d'ailleurs de ces journées, tenir la rue, c'est un enjeu politique, et toutes les manifestations qui s'y déroulent bien le montrent. La présence des femmes dans les rues au moment des manifestations, des contestations de 2011 dans le monde arabe avait beaucoup fait parler à l'époque en Europe, en France, mais pas seulement, aux États-Unis, enfin partout, comme si on avait depuis de longues dates entériné que les femmes n'étaient pas à leur place dans les rues ou sur les places ou la nuit. Il faut dire que les villes ont depuis très longtemps été qualifiées de dangereuses pour tout le monde, mais encore davantage pour les femmes. C'est ce qu'écrivait Michel Perrault. Et si les villes ont un âge, les villes historiques, patrimonialisées, etc., eh bien, de plus en plus, dans les recherches, dans les espaces publics médiatiques, pour le coup, elles ont de plus en plus donc un sexe qui est mis en évidence à l'occasion de nombreuses affaires de harcèlement qui sont médiatisées et à chaque fois provoquent des tollés, comme si c'était les premières. Les moments exceptionnels des manifestations ont montré que l'enjeu politique de la présence des femmes dans les rues, c'est une question
qui a des racines profondément enfoncées dans les relations sociales de sexe, on pourrait dire de genre aussi, mais là je vais parler essentiellement des femmes et des hommes, donc il n'y a pas, voilà. Alors l'usager des villes n'est pas un usager qui est neutre. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes usages des espaces publics, et cela c'est en raison des rôles sociaux, puisque les villes sont les reflets des sociétés. Et les rôles attribués aux hommes et aux femmes se lisent dans l'espace urbain. On pourrait faire un décryptage archéologique ou pas archéologique, pardon, architectural ou urbain, urbanistique de ces usages qui sont ancrés. Mais c'est pas là mon propos, mais on pourrait y revenir parce que j'ai plein d'exemples. Alors le Maroc, vous l'avez peut-être vu hier. Moi, malheureusement, j'étais pas là, j'étais en cours. Et donc, j'ai pas pu entendre ce qui s'est dit hier. Je le regrette beaucoup, mais du coup, peut-être que vous l'avez déjà vu. Le Maroc a un cadre institutionnel qui, depuis les années 2000, est quand même plutôt favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et notamment, comme le disait Myriam, depuis les années 2000, avec l'arrivée de Mohamed VI, on a pensé qu'il y aurait des grandes réformes qui seraient faites, et en particulier sur le rôle des femmes, sur le positionnement des femmes dans le travail, etc. Et de fait, le Maroc a engagé dans les années 2000 des évolutions très importantes du cadre législatif et institutionnel. On a parlé à l'époque de féminisme d'État. Notamment Ouria Alami Mchichi a fait tout un ouvrage sur cette question-là. Et sans doute que ce féminisme d'État, ces réformes du cadre législatif et institutionnel ont été en partie influencées par une situation intérieure où le féminisme existe depuis de longues années, mais également par les objectifs du millénaire qui ont été fixés dans les années 2000, en 2000 d'ailleurs, et en particulier le numéro 8 en 2000 qui était sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui s'est traduit par une forme d'injonction en quelque sorte aux États de prendre en considération les inégalités entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, tous les programmes de coopération comportent depuis les années 2000 la question du genre et en fait une conditionnalité à l'attribution de fonds. Le concept genre a été intégré dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, et la législation a été pas mal modifiée pour lutter contre les inégalités entre les sexes. Il y a de très nombreuses réformes, donc la signature de traités internationaux. Je crois que j'ai oublié de passer mon... Voilà. Par exemple, la Convention contre les violences faites aux femmes a été signée assez tôt, mais il y avait des réserves, donc en 93. Et puis, il y a eu un grand mouvement de modification du Code de la famille, la Moudawana, en 2004, qui a cristallisé des oppositions très fortes dans la société, parce que, en particulier, la famille reste le seul domaine qui échappe vraiment à la sécularisation. On a deux sources du droit. C'est le droit à la fois séculier, mais également le droit religieux qui s'exerce uniquement dans le cadre des lois sur la famille. Code du travail, réforme du code de procédure pénale. Enfin bon, il y a eu plein de réformes. La budgétisation sensible au genre qui a été projet pilote au Maroc, on pourra en reparler si vous voulez. Et puis la nouvelle constitution en 2011, en juillet 2011, a en grande partie coupé l'herbe sous les pieds des oppositions en affirmant l'égalité entre les sexes dans le préambule. Et d'ailleurs, le mouvement du 20 février n'a pas été particulièrement féministe. Et le Maroc reste, malgré toutes ces réformes institutionnelles, un pays qui est profondément inégalitaire. Là, je vous ai mis l'indice de Gini, mais on peut également parler de l'IDH. Hein. Le Maroc est au fond du classement de l'IDH, l'indice de développement humain, puisque le Maroc occupe la 123e place sur 188 pays.
C'est en partie la prise en compte des inégalités et en particulier des inégalités de genre qui fait chuter l'IDH marocain. Et on estime que ces inégalités font baisser de 30% l'IDH marocain. Et donc vraiment, c'est ces inégalités qui font baisser la place du Maroc dans l'IDH. Dans l'indice mondial de l'écart entre les genres, hein, qui a été établi par le Forum économique mondial, eh bien, le Maroc pointe à la 137e place sur 144 pays. Donc là aussi, un pays extrêmement inégalitaire, notamment en matière de genre. Donc l'égalité reste un enjeu particulièrement vif, débattu, et une des manifestations les plus visibles des inégalités qui attire beaucoup l'attention, surtout maintenant, surtout depuis 2 ans, bien qu'elle a été très très longtemps ignorée ou considérée comme peu importante, eh bien cette inégalité qui attire l'attention se trouve dans la pratique des espaces urbains, le dehors. Et en 2015, je vous ai parlé tout à l'heure des objectifs du millénaire en 2000, la place de l'égalité qui était en 8e position. En 2015, avec les objectifs du développement durable, l'égalité entre les femmes et les hommes est devenue le 5e objectif du développement durable. Donc, cette question a gagné des places dans l'agenda international. Alors, je vais faire 2 parties, je vous rassure, je vais aller un petit peu plus... 7 minutes, très bien, parfait. Alors, donc, première partie, un accès aux espaces publics sous contrainte, et 2, l'influence du travail sur l'accès aux espaces publics. Alors, donc, a priori, en fait, aucune loi n'interdit aux femmes de se trouver dans les espaces publics, de s'y mouvoir, d'y rester, etc. Pourtant, malgré leur théorique droit de cité, eh bien, on constate une inégalité fondamentale dans l'accès et l'usage des femmes et des hommes aux espaces publics urbains, mais aussi, comme je vous l'ai dit en introduction, entre les femmes elles-mêmes et entre les hommes eux-mêmes. C'est là qu'il faut absolument, évidemment, avoir une approche intersectionnelle pour comprendre ces inégalités. Et en gros, si on veut schématiser, il vaut mieux, dans les espaces publics, être une femme éduquée et riche qu'un homme pauvre et analphabète. Donc... Oui, non, mais ça déconstruit les catégories hommes-femmes. Hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, donc, l'usage différencié entraîne une segmentation de l'usage de la pratique de l'espace, puisqu'on n'a pas les mêmes trajets, pas les mêmes horaires, pas les mêmes fréquences, pas les mêmes moyens de déplacement, etc. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé beaucoup sur les ouvrières du textile à Rabat et à Tanger. Et les ouvrières que j'ai rencontrées lors de mes enquêtes, et beaucoup d'autres femmes, ont totalement conscience de leur accès limité et différent de celui des hommes aux espaces publics. Elles ont intériorisé l'insécurité. Mais comme le dit Nicole Claude Mathieu, céder n'est pas consentir. Et les femmes ne reconnaissent pas forcément la légitimité du fait qu'elles soient liées à l'espace existentiel, à la famille, et globalement, qu'elles restent dans un système de sédentarité quotidienne, comme dirait Kamala Marius. Elles ont finalement quand même un rapport normatif à l'espace qui est conditionné aux rôles sociaux et au patriarcat, qui engendre le contrôle de la sexualité des femmes. Et ce contrôle de la sexualité des femmes, il est, pour faire très vite, notamment réalisé par le contrôle de leur mobilité, puisque la mobilité est perçue comme un danger. Alors, on a 3 paradoxes principaux, notamment, premier paradoxe de cette pratique des femmes des espaces publics, c'est qu'elles ont en quelque sorte une injonction à l'invisibilité. Il faut passer inaperçu. Et en même temps, elles ne doivent pas se faire remarquer pour ne pas se faire harceler. Et c'est une question évidemment qui est très différente en fonction de l'âge, du statut social, matrimonial, etc. Mais en même temps, si je peux me permettre, elles doivent faire en sorte de se faire remarquer en tant que femmes, plutôt
qu'ouvrières, puisque les ouvrières ont une réputation de femmes légères, etc., comme on avait au XIXe siècle en Europe. C'est un peu la même chose. Et que le statut de la femme mariée reste le statut idéal. Le problème des ouvrières, c'est de passer à la fois inaperçu et de se faire remarquer pour notamment l'accès au mariage. Je vous ai mis cette citation, je pense que vous l'avez. Donc, deuxième paradoxe, c'est que il faut qu'elles soient, elles sont conformes à ce qu'on attend d'elles dans l'espace existentiel, l'espace de l'interconnaissance, mais procèdent à des transgressions un peu plus loin. En gros, on a la construction dans les territoires féminins de deux villes, deux vies qui sont juxtaposées, qui sont les unes à côté des autres, et l'espace public finalement devient un espace de liberté, un espace de l'intime. Là encore, on a des questions d'intersectionnalité très fortes à prendre en considération. La question du harcèlement, qui est celle par laquelle en général on entre dans la pratique urbaine des femmes, des espaces publics, c'est une question extrêmement importante puisque c'est vraiment une limite à la pratique de la ville et ça engendre de nombreuses adaptations. Par exemple, on a fait une enquête qui s'appelle l'enquête Image MENA, qui a été faite par Promundo et l'ONU Femmes. Et donc nous, on était avec ma collègue chargée du Maroc, où en fait 53,1% des hommes ont déclaré avoir perpétré des actes de harcèlement dans leur vie. Et 60% d'entre eux ont dit que c'était pour s'amuser, pour le plaisir, et considèrent à plus de 70% que les femmes apprécient de telles attentions. Donc ce harcèlement, pour faire très vite, c'est un rappel en quelque sorte à l'ordre social et un rappel au fait que les femmes sont avant tout des corps sexués, ouverts, offert à une relation sexuelle. Et donc, ça gêne évidemment l'appropriation des espaces publics des villes par les femmes et par les filles. Et donc, on a un certain nombre de stratégies de contournement des contraintes qui se mettent en place, comme marcher à plusieurs, marcher en grande foule, avoir des espaces de sécurité, faire attention à ses vêtements, etc. Alors qu'on sait très bien que toutes ces stratégies, finalement, ne protègent guère du harcèlement, puisque quel que soit son vêtement, voilé, pas voilé, abaya ou pas abaya, le harcèlement concerne une grande majorité des femmes, 62 ou 63% quotidiennement au Maroc. Donc, ça a une influence sur l'accès au travail, puisqu'un certain nombre de femmes disent qu'elles ne peuvent pas aller travailler, qu'elles ne veulent pas aller travailler parce qu'elles ont peur de se faire harceler. Alors, je vais aller évidemment très vite maintenant sur cette deuxième partie. Je suis désolée, bon. Je voudrais juste signaler que la catégorie, là encore, il faut travailler sur les catégories, puisque quand on parle travail, en fait, on parle emploi, et encore davantage d'emploi formel, c'est-à-dire un emploi déclaré avec un certain nombre de droits qui vont avec, une insertion dans le droit au travail aussi. Et le Maroc occupe une place très... En fait, au Maroc, il y a donc 23% des femmes qui occupent un emploi formel, ce qui est un des taux les plus bas du monde, qui est à peu près conforme à toute la région, puisque en moyenne, l'emploi des femmes est de l'ordre de 25% dans la région. Et là aussi, donc, on aurait intérêt à déplacer le regard et à interroger les catégories de qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que l'emploi, parce que beaucoup d'entre elles considèrent qu'on n'a jamais répertorié leur travail. Alors, sans doute parce que au Maroc, cet emploi est très faible. Peut-être parce que dans l'enquête qu'on a faite, le rôle le plus important d'une femme est de s'occuper de la maison et de cuisiner pour la famille. C'est ce que pensent 71,5% des hommes, 48% des femmes. Et aussi parce que dans cette même enquête Image, c'est plus important pour une femme de se marier que de faire carrière.
C'est-à-dire même une très grande carrière ne va jamais compenser le fait de ne pas être marié, surtout de ne pas avoir d'enfants, qui est le mariage étant l'entrée officielle dans une vie sociale et sexuelle, et que sans ça, beaucoup de portes se ferment. Alors, juste pour terminer, malgré toutes ces représentations, beaucoup de femmes travaillent. On ne sait pas en fait en réalité combien, puisque même dans les usines, même dans des endroits où on est censé avoir des contrats, il n'y a pas de contrat, comme dans les zones franches ou dans les zones industrielles. Le travail salarié donc rend les femmes extrêmement visibles dans les espaces publics, et ce faisant, eh bien, elles s'imposent dans la ville, elles gagnent en autonomie, elles gagnent en légitimité, elles apprennent à utiliser la ville et se mettent en place des structures très différentes de la ville. Et je vous parlais tout à l'heure des adaptations à la ville et de la manière dont les femmes s'organisent pour avoir à la fois une vie autonome, intime dans la ville et de vie de ville. La ville est une ressource, l'anonymat et la pratique quotidienne de cette ville permet aux femmes d'avoir un espace qui s'élargit. On pourra revenir, si vous voulez, dans la discussion sur cette carte mentale que j'ai réalisée avec une ouvrière de Tanger, qui montre bien ces deux univers, l'univers du travail en bas et l'univers du loisir en haut, où on a cette séparation avec le trait entre ces deux vies et ces deux villes, un discours dans lequel cette ville du loisir n'apparaissait absolument pas, car pas considérée comme légitime. La pratique quotidienne et légitime de la ville, eh bien, entraîne une prise de conscience par les ouvrières qu'elles sont un maillon important de la chaîne de valeur de l'industrie marocaine, qu'elles participent au développement économique de leur pays, qu'elles soutiennent leur famille, etc. Et donc elles se mettent à revendiquer énormément d'éléments à partir du moment où elles travaillent, où elles sont légitimes à être dehors. Elles considèrent que leur sécurité est également plus légitime, et cette imposition de leur pratique de la vie légitime, visible, hein, ce jeu entre le visible et l'invisible est quelque chose évidemment d'extrêmement important et qui montre une grande évolution dans la manière dont les femmes se positionnent dans les villes. On a une évolution de la définition du masculin, du féminin, des rôles sociaux, et l'acceptation de la précarité dans le travail notamment est un élément pour s'empowerer, si on peut dire, avec, même si on les renvoie là aussi avec les lois, avec un certain nombre d'évolutions du travail sur l'entrepreneuriat de soi. Maintenant que vous avez l'égalité, alors vous n'avez plus rien à revendiquer. Assumer le fait que vous soyez encore harcelé dans la rue. Donc juste pour conclure, je voulais revenir sur le fait que cette égalité, la question de l'égalité, est évidemment quelque chose de profondément politique, bien sûr, l'espace intime étant un espace politique, qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup de choses qui sont faites sur les villes et sur l'accès des femmes aux espaces publics, et que aujourd'hui, les revendications citoyennes des femmes, les revendications des femmes sont aussi des revendications citoyennes, et l'accès aux femmes, l'accès à la citadinité est un premier pas vers l'accès à la citoyenneté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de vous intéresser au cinéma. Merci, Khmer. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous présenter un panorama assez schématique du cinéma tunisien post-2011, en tant que moyen d'expression, en tant qu'art, en tant qu'industrie, en tant qu'activité commerciale, en tant que loisir et en tant que culture. Et sur chacun de ces aspects, le cinéma tunisien a enregistré des modifications quantitatives et qualitatives dont on ne peut pas mesurer aujourd'hui l'impact
ni le dosage d'ailleurs à moyen et à long terme. Alors, je vais vous parler des films que j'ai vus, bien sûr, mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a non seulement il y a de plus en plus de films, mais il y a de plus en plus de choses que l'on dit et que l'on écrit sur le cinéma tunisien. Et ça, c'est intéressant, en tout cas pour la connaissance de la Tunisie, que je trouve assez vague en général, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses écrites sur la Tunisie dans des domaines comme ça. Et donc les questions, par exemple, sur les questions de production, sur les questions dont je vais parler, sur les questions de distribution, sur les questions de public, le cinéma se trouve être, et vous avez maintenant beaucoup d'écrits en tout cas, être un terrain institutionnel, un terrain économique, un terrain social, à la fois par les sujets qu'il traite, mais aussi par la réception de ce cinéma, je vais vous dire comment, et puis aussi que c'est un moyen de culture, un moyen d'expression en lui-même, qui concentre en lui beaucoup de traits de la vie culturelle tunisienne. Je vais commencer d'abord par peut-être la production et par ces chiffres, des chiffres qui semblent, comme beaucoup de choses en Tunisie, être une surprise, mais qui s'expliquent dès qu'on y regarde de plus près. Une explosion, c'est vrai. Un ouvrage récent a fait un guide des films de tous les films de long métrage apparus en 2016 sur les films tunisiens, et la Tunisie a produit 234 films long métrages entre 1956, c'est-à-dire l'année de son indépendance, et 2016. Et dans ces films, effectivement, il y en a au moins 50 qui sont des 7 dernières années, des 7 ou 8 dernières années. C'est-à-dire que jusqu'à 2011, à peu près, il y avait moins de 200 films, et depuis ces 7 ans, il y en a 50 qui ont été produits. Donc vous voyez qu'il y a une explosion quantitative très nette. Mais quand on regarde, et ce guide permet de le faire, quand on regarde les chiffres des films tunisiens qui ont été présentés dans le grand festival, enfin le festival des journées cinématographiques de Carthage, en 2010, l'année juste avant la Révolution, enfin les mois avant la Révolution, il y avait 60 courts-métrages, un genre qui n'est pas très habituel, et 20 moyens et longs métrages à la seule session de 2010. C'est-à-dire que l'explosion se préparait. En 2010, il y avait déjà une petite explosion qui se préparait. Alors, dans ces chiffres de production qui sont en eux-mêmes significatifs, je vous l'ai dit, il y a des explications de plus long terme. Il y a un cinéma tunisien qui, même s'il faisait 2 ou 3 films par an, des structures qui s'expliquent, une fédération tunisienne des cinéastes amateurs, une association des cinéastes tunisiens, un festival de cinéma aussi qui est connu, qui est à Kelibia, qui existe depuis 1970 à peu près, et aussi même une aide à la production de l'État depuis 2001. Alors tout ça, c'est des éléments institutionnels, si vous voulez, qui expliquent aussi ce développement, ou en tout cas le début de cette explosion de 2011. Ça ne veut pas dire, si l'État était aussi favorable, si vous voulez, par le côté institutionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de censure. Évidemment, il y avait une très grosse censure et des pressions et un contrôle. Alors, il n'y a pas encore dans le flot des écrits sur la censure, sur le cinéma, il n'y a pas d'études sur la censure, mais ce dont on se rend compte très facilement, et en tout cas des cinéastes s'expriment dessus, c'est que s'il y avait une censure politique, et elle a été toujours extrêmement active depuis le début, depuis Sou Bourguiba jusqu'à Ben Ali, des cinéastes comme Rida Albehi peuvent en témoigner, ou bien même le film Le Professeur de Mahmoud Ben Mahmoud qui portait sur la Ligue tunisienne des droits de l'homme en 2010 et qui n'a pas pu être tourné dans les derniers jours de Zine Abdine Ben Ali, eh bien, il y avait une censure. La censure s'est beaucoup relâchée sur les problèmes sociaux, peut-être, sur la femme, sur le corps de la femme. Je dis bien le corps de la femme et sa représentation comme élément de pouvoir, de séduction, mais aussi d'enfermement. C'est-à-dire qu'on parlait de la femme dans les deux aspects. Ce tournant-là, il s'est fait sous Ben Ali. C'est-à-dire que la censure politique se durcissait, mais on pouvait parler de la femme enfermée ou séductrice ou dans les films à partir de 1990, ce qui donne quand même une facture d'un cinéma
dont on a pu penser à un moment, et on l'a dit, il y a beaucoup de cinéastes, parce que évidemment c'est une corporation très conflictuelle, dont on s'est dit qu'on vendait ça à l'étranger comme une sorte d'image de libéralisation de la vie, etc., etc. Donc il y a quand même quelque chose là-dessus. Et voilà, c'est cette compensation de cette liberté, à mon avis, cachait aussi l'autre opération de censure, etc. Donc on accusait un peu les cinéastes qui parlaient de la femme de manière enjouée ou orientaliste, etc., de faire un peu le jeu du pouvoir. Et donc, c'est vrai, quand on regarde ça après coup, ce n'est pas une production complètement muselée, si vous voulez. Elle n'était pas complètement empêchée. Et la censure continue jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est pour dire que 2011 n'a pas complètement tout changé. Enfin, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de liberté. Les films ont augmenté, et je vais vous détailler un peu toutes les percées, si vous voulez, toutes les avancées. On se rend compte aussi, comme le même Ben Mahmoud qui s'est fait censurer sur le tournage du film Le Professeur, s'est fait censurer sur le tournage aussi du film Fatwa qui vient d'être primé. On lui a interdit, par exemple, de tourner dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est-à-dire que ça aussi... mais ce qui est remarquable, et il y a eu aussi une autre interdiction, il y a eu une interdiction du tournage d'un film à Kabylie. Et ce que je veux dire, c'est que sur le plan de la censure, même quand vous regardez ça, on n'est plus du tout dans le même ordre des choses. L'interdiction de tourner dans l'Assemblée, elle s'est faite par les responsables de l'Assemblée nationale, et je pense le bureau, etc., mais ça a été extrêmement médiatisé. Et la deuxième interdiction à Tataouine, elle a été levée par la justice après. C'est-à-dire que même les opérations de censure maintenant sur le cinéma connaissent une autre dynamique, connaissent un autre traitement. D'abord, une médiatisation possible et même un recours en justice qui peut aboutir. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le gouverneur de Kabylie, et la justice l'a dit, le gouverneur de Kabylie s'est opposé à une autorisation qui venait du ministère de la Culture et qui n'en avait pas le droit. Et là, l'interdiction a été menée, et de toute façon, il y a eu en tout cas la possibilité non seulement de répliquer par la justice, mais même de montrer, et c'est de ça que je voulais parler aussi, pour vous dire que les choses ont quand même un peu changé malgré tout ce qui se passe, c'est que maintenant, les artistes, eux, se posent comme des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'avec cette interdiction de Kabylie, quelqu'un comme Najib El-Qadi a dit qu'on arrête après tout, qu'on arrête de nous embêter. Après tout, c'est nous qui portons haut le drapeau tunisien à l'étranger. Et vous voyez un peu comment les artistes ou les cinéastes tunisiens maintenant disent un peu aux politiques, allez, ça suffit. Hein, maintenant, le drapeau, c'est nous, vous êtes... c'est pas vous. Et donc, moi, je trouve ça assez intéressant, même si la censure continue, la bagarre politique peut se passer devant les tribunaux et aussi devant une image. Les artistes, aujourd'hui, se sentent un peu comme les ambassadeurs, les représentants de leur pays à l'étranger, ce qui avant n'était absolument pas reconnu. Et c'est cette médiatisation, si vous voulez, cette publicisation du rôle des artistes sur la scène politique qui me semble la chose la plus intéressante qui se passe aujourd'hui sur le plan de la production des films. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que pour ce qui est, ça c'est le deuxième point que je voulais engager, c'est que encore une fois pour essayer de montrer comment les choses s'expliquent déjà par ce qu'il y avait avant. C'est vrai, on savait qu'il y avait une cinématographie résistante, un peu résistante quand même anciennement, et puis des références et des référents tunisiens. Le cinéma tunisien est très extraverti, bien sûr, on lui reproche d'aller beaucoup dans les festivals et d'être estimé, mais c'est aussi un cinéma qui a des référents internes. Hein. Il y a des grands noms tunisiens dont les artistes, et même les plus jeunes, y compris les plus jeunes, se réfèrent. Hein. On a oublié peut-être quelqu'un comme Hamoud Ben Halima au tout début, mais par exemple, ou quelqu'un comme Abdelatif Ben Ammar avec le film Sajnel, parce qu'il a parlé de la lutte nationale, mais d'une façon
plus objectif, c'est pas le grand récit bourguibien, mais par exemple, Nuri Bouzid aujourd'hui est une référence, une véritable référence. Et donc ce cinéma avait quelque chose d'un peu, a déjà quelque chose d'un peu engagé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la question de l'émancipation, qui est souvent traitée à travers des personnages des classes aisées, très souvent, enfin très peu mais qui cherchent à se libérer des chaînes des traditions, les femmes d'abord, hein, toujours. Hein, la femme, c'est elle qui est le vecteur un peu du discours sur l'émancipation en Tunisie et souvent aussi de l'étroitesse des libertés accordées par l'État. Donc quand même un film sur l'individu et l'émancipation de l'individu, toujours à travers les femmes ou à travers certaines figures, alors que les films post-2011, et là il y a un changement, semblent refléter une autre prise de conscience des cinéastes, de la nécessité de prendre en compte les classes populaires, donc elles apparaissent beaucoup plus qu'avant, et les régions intérieures, les fameuses régions intérieures du pays, qui sont mises en lumière par les événements ayant abouti au départ de Ben Ali. Et même sur le plan du corps de la femme, qui est une chose ancienne, qui existe depuis avant, enfin depuis les années 90 à peu près, même sur le corps de la femme, je crois qu'il y a des changements remarquables. Ce qui me fait dire que, alors on ne peut pas dire, je ne sais pas si on est passé de la résistance, si vous voulez, à la subversion, mais il y a comme ça quand même un petit déplacement hein, de libération, qui a libéré un peu le Tunisien, d'une sorte de discours de premier degré qui défiait l'ordre institué de l'époque. Et du coup, maintenant, les cinéastes tunisiens ont un autre ordre à défier. C'est l'ordre du cinéma. C'est l'ordre de l'expression esthétique et l'ordre de penser le monde par le cinéma pour essayer de rompre un peu avec, il faut le dire, une sorte ça c'est les mots d'un des cinéastes, une sorte de culturalisme bien pensant, hein, qui a réduit souvent le cinéma ou à un moyen comme ça d'expression, ou bien à un alibi souvent pour le pouvoir. J'en veux pour preuve, peut-être, je ne vais pas vous citer tous les films, mais j'en veux pour preuve, par exemple, sur la question de la femme. Regardez des films comme les films de Kawthar Ben Henniya, je ne sais pas si vous avez entendu parler de La Belle et La Belle et la Meute, ou bien d'un autre film qui est encore plus remarquable, qui s'appelle Le Chalat de Tunis, qui est une sorte de faux documentaire, enfin de documentaire qui joue un peu sur la fiction et qui montre comment la femme en situation c'est une cinéaste qui fait du casting devant justement le Chalat qu'elle interroge, et est-ce qu'elle y arrive, elle y arrive pas, c'est elle qui mène le jeu ou c'est lui qui mène le jeu, est-ce que c'est elle qui l'engage pour le film ou est-ce que c'est lui qui lui ment pour entrer ou pour être engagé dans le film. Et ce rapport homme-femme, si vous voulez, qui est traité un peu dans cet entre-deux extrêmement trouble, mais c'est aussi un travail sur le vrai et le faux qui est très remarquable, et même sur La Belle et la Meute, c'est aussi un autre travail sur le corps de la femme qui ne ressemble pas du tout au traitement antérieur. Mais on sort aussi de la femme dans le cinéma tunisien, heureusement, parce que maintenant, il y a des films sur les hommes. Et ça me semble aussi très, très caractéristique, très important. Il y a une sorte d'inversion du regard, en tout cas, on se détourne de la femme vers l'homme, enfin, et par exemple, un film comme Heidi, je crois qu'il est sorti en France, qui parle véritablement de la transformation d'un homme devant le mariage, et c'est pas une femme devant le mariage, c'est un homme devant le mariage. Et puis, ce film aussi qui s'appelle L'amour des hommes, où c'est une femme qui photographie des hommes, elle, hein, qui est attirée par le corps des hommes et tout. Et moi, je trouve que cette inversion est extrêmement intéressante, de même que pour le film Le Vent du Nord, merci d'avoir montré, le film Le Vent du Nord, le thème de l'immigration qui est très présent dans le cinéma tunisien est maintenant traité autrement, c'est-à-dire que les hommes, l'immigration du Sud n'est plus une sorte de complainte, hein, de la misère éternelle, mais c'est une condition partagée entre les deux côtés de la Méditerranée. Ce qui fait que, et puis vous avez des propositions cinématographiques complètement nouvelles qui sont dans des genres rares. Par exemple, le premier film policier est né. Il vient d'être présenté à Carthage. Il s'appelle Dachra de Bouchner. C'est un film d'horreur, hein, même pas un film policier. Et puis des films aussi Subutex de Nasreddin Sihli, qui lui c'est la drogue et l'homosexualité dans les quartiers populaires et qui est beaucoup plus violent. Je ne sais pas si tu as vu El Gourt, qui était un autre film aussi qui a été traité
C'est un film sur deux transporteurs de foin, d'avoine, filmé sur 5 ans, et où le son, où le langage et la bande-son sont extrêmement crus. C'est-à-dire que le cinéma tunisien aussi, comme je vous l'ai dit, pousse les limites du cinéma. Ce n'est plus l'image qui est choquante, c'est le son. Et c'est la langue, par exemple, dans Gort, parce que c'est plein voilà, d'un langage cru, comme celui des camionneurs, si vous voulez, ou des transporteurs de foin. Et puis, on peut aussi avoir des films, alors ça aussi, ça me semble très intéressant, des films qui sont nulle part. Vous ne croyez pas en Tunisie. Par exemple, The Last of Us, il n'y a pas un détail qui vous dit que le film se passe en Tunisie. C'est un film sur la condition humaine, en fait. Et voilà. Et la Tunisie devient, voilà, l'universel est dit comme ça. C'est-à-dire, il y a aucun élément de folklore, il n'y a aucun élément d'exotisme, il n'y a aucun, ni couffin, ni minaret, ni rien du tout pour dire que nous sommes en Tunisie. Et là aussi, je trouve que ce sont des limites qui sont poussées. Ce sont des limites qui sont poussées dans la fiction, mais aussi dans le documentaire qui m'a semblé intéressant. Combien? Ouh là là. Le documentaire lui-même qui est intéressant en soi, parce que le documentaire, vous savez, c'est un genre qui prend de l'ampleur maintenant, et la Tunisie suit le mouvement, j'allais dire, mondial. Si vous voulez, même s'il y a très peu de documentaires, les documentaires ont commencé en 1990. Et ce que je peux vous dire, en tout cas grâce encore à une autre étude qui vient de paraître, c'est qu'il y a 123 documentaires tunisiens avec... non, pourquoi je dis 123 ? Je me trompe. Je n'ai pas trouvé le bon chiffre. Il y a 123 réalisateurs de documentaires. Je vais trouver le nombre de documentaires parce que je ne l'ai pas surligné. Mais encore une fois, cette production a beaucoup augmenté et dans laquelle il y a, dans les 123 réalisateurs, c'est ça qui m'a semblé intéressant, 27,64% de femmes, avec un rajeunissement des réalisateurs. Là aussi, le cinéma n'est plus l'apanage des 40, 50 ans, etc. On commence très tôt à faire du cinéma en Tunisie parce que beaucoup de mécanismes le permettent. Et je voulais, pour ne pas rester très longtemps, finir sur cette histoire de conditions de possibilités du cinéma avec les 5 écoles de cinéma, dont 2 dans le secteur, public, et surtout un public tunisien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des références tunisiennes, mais il y a un public tunisien dont tout le monde dit beaucoup de bien, tous les visiteurs en tout cas admirent et trouvent que justement ce public tunisien qui au fond une sorte de marque de politisation. D'abord, il y a une fédération tunisienne des ciné-clubs qui est assez ancienne, une cinéphilie très active, mais un public qui est d'autant plus remarquable qu'il y a peu de salles. Voilà. La Tunisie manque de salles, manque beaucoup de salles. C'est pas le pays le plus pauvre en Afrique, mais il n'est pas non plus, c'est pas riche, parce que ça c'est un problème africain, hein, si vous voulez, le manque de salles, donc des conditions matérielles qui sont extrêmement précaires. Et même s'il y a eu, et là aussi après 2011, on assiste à une création de beaucoup de salles. On en avait 12 ou 13, il y en a une vingtaine maintenant. Donc des initiatives, des créations de salles qui sont extrêmement importantes. Beaucoup, en tout cas autour de Tunis, une à Bizerte. Et puis, la Cité de la Culture aussi en a inauguré 3. Donc, vous avez des salles, beaucoup de festivals, mais beaucoup à l'intérieur du pays qui développent un peu les occasions de projeter des films et donc d'aller vers le public. Mais il n'y a pas de décentralisation encore au niveau de la distribution des salles. Et cette idée d'un public tunisien toujours présent, qui se déplace, etc., n'en est que plus intéressante parce que je trouve que là aussi, il y a une sorte de demande ou de besoin de se voir qui est très important. Donc, un besoin, comme on dit, d'image sur soi. Et c'est par exemple, Halfawin de Ferid Bourdir a enregistré 350 000 spectateurs en 1990, ce qui fait dire à Salma Bakar, qui a fait El Jade, un film sur les femmes enfermées, comment on enfermait les femmes, qui a enregistré que 200 000 entrées, qu'elle attend le record de 350 000. Donc vous voyez, un public dont on attend beaucoup parce qu'il est souvent présent, même s'il n'y a pas les moyens pour le faire. Et quand on pense aujourd'hui au film de Najib El-Qadi, Regarde-moi, qui fait complet à toutes les séances, ça aussi, ce sont des choses qui sont, voilà, c'est entre l'engouement, alors il n'y a pas vraiment un retour ou une réconciliation, parce qu'il y a des gens qui disent on se réconcilie avec le cinéma
tunisien. Moi, je trouve que depuis longtemps, il y a une sorte de demande d'image de soi, de se voir soi, et le public tunisien y répond beaucoup. Il répond beaucoup, même s'il y a, à mon avis, une différence entre les publics. Voilà, je voulais finir sur cette idée que c'est un cinéma, effectivement, qui a beaucoup de potentiel, comme on dit, mais en même temps, avec peut-être que des possibilités matérielles et économiques qui restent très limitées, comme dans tout le reste du pays. Alors, il peut y avoir des colloques, des écrits là-dessus. On continue à vouloir investir dans la création cinématographique. Ce ne sont pas les idées qui manquent. La coproduction est quelque chose de très actif en Tunisie. Comme je vous ai dit, le rôle de l'État est important, mais il ne suffit pas. Et de toute façon, les lois doivent changer. Donc, légalement, le cinéma souffre, comme tout le pays, d'un arsenal juridique extrêmement mieux, de modes de financement extrêmement timides et anciens, même s'il y a eu une loi sur le mécénat qui a été votée par l'Assemblée nationale en août 2014, on n'en voit pas le début parce que les hommes d'affaires tunisiens ne savent pas que la culture, ça peut rapporter de l'argent et ça fait partie d'un de nos retards fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que la culture, c'est aussi de l'économie. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Et c'était vraiment un plaisir de vous écouter et puis de voir comment descend en fait la parole universitaire et comment elle peut s'incarner et nous présenter des sociétés en mouvement, pour reprendre pas le titre de nos journées, mais presque. Je vais tout de suite vous laisser la parole. Ce sont des espaces en plus que vous connaissez, les étudiants, les étudiantes qui ont été en stage ou en mobilité à Tunis, à Rabat. J'imagine que vous avez des questions, des curiosités. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenantes. Oui, je dirais que c'est plus une remarque, une question, mais je pense que ça peut engager le débat par rapport. Je réagis par rapport à l'intervention de Myriam notamment, et dans quelle mesure nous, en tant que chercheurs en sciences sociales aussi, on n'est pas victime des demandes, des bailleurs de fonds, et en même temps, c'est pas quelque chose de nouveau. En t'écoutant, je pensais à un historien, Jean-Claude Schmitt, qui est un spécialiste d'histoire médiévale, et qui a réfléchi un peu à la notion de péril jeune, mais sans un autre, vous voyez, et la façon dont ça répond d'une certaine façon aux angoisses des élites et des dirigeants. Et je rebondis un peu aussi sur votre intervention, notamment sur la nécessité d'une approche intersectionnelle. Parce que moi, bon, j'ai travaillé un peu sur une jeunesse un peu particulière, qui en fait fait partie de l'élite, hein, donc qui justement travaille dans les associations, ce que j'ai appelé les associations de surveillance démocratique en Tunisie, qui ont explosé. Et donc comment justement ces associations peuvent être même une sorte de moyen d'ascension sociale, de mobilité sociale, notamment vers l'international, parce qu'ils se transforment quelque part en courtiers de l'international, entre les ONG internationales et les pratiques politiques locales, et la nécessité, je crois, pour nous, de développer des approches intersectionnelles, et notamment de réfléchir à cette notion de jeunesse et aux clivages sociaux. Voilà, essayer dans nos programmes de recherche peut-être d'articuler les deux, ça me paraît fondamental pour échapper un peu à ce tropisme, à ces angoisses, je dirais, d'une partie des élites et des dirigeants de ce que peut, du danger jeune en quelque sorte. Voilà, merci. Je vous propose d'en prendre quelques-unes et de répondre ensuite. Ma question, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, Madame Bendel. Je voulais vous demander si vous ne pensiez pas que, justement, en Tunisie, vous avez bien montré qu'avant 2011, il y avait des aides de l'État, et en effet, certains films, en particulier de Nouri Bouzid, par exemple Business qui parlait de la prostitution masculine, Sabot d'or, Noces de Cendre qui parlait de l'homosexualité et de la pédophilie, n'avaient pas été réellement censurés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout ce mouvement après 2011 et avant 2011 était en parallèle avec un théâtre aussi extrêmement vivant en Tunisie, qui était aussi des lieux de contestation
j'allais dire, en métaphore, comme pourrait le faire le théâtre. Je pense après al teatro, da Firschbelli, etc. On a l'impression que c'est monté en puissance parallèlement avec un théâtre souvent délocalisé. Il y a eu des initiatives à GAFSA, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça a été un terreau extrêmement fertile pour ce foisonnement du cinéma qu'on voit actuellement et avec toute sa dimension politique, sociale que vous avez bien montrée? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Oui. Bonjour, parce que ça m'intéresse. J'organise chaque année à Marrakech un colloque sur la femme. Cette année, c'était la violence à l'égard des femmes. Et je pense dans votre exposé, vous n'avez pas mis en accent le recul à cause justement de l'intégrisme. C'est-à-dire, si vous comparez la femme aujourd'hui par rapport aux années 70 et 80, elle ne portait pas de voile, elle était plus libérale. Et actuellement, malheureusement, on oublie cet apport qui a bouleversé complètement les pays du Maghreb, à savoir l'apport idéologique des islamistes, qui a vraiment perturbé l'évolution normale de ces pays. Et justement, à propos du cinéma, j'aurais aimé faire une intervention, parce que je suis aussi aujourd'hui, c'est l'ouverture du festival de Marrakech. Et justement, j'aurais aimé faire une intervention, parce que aussi, je suis le président de la commission de soutien au festival de films. Voilà. Donc, parfois, justement, on invite nos amis algériens et tunisiens, etc., pour avoir une idée. Mais je crois quand même que le cinéma devient de plus en plus au Maroc un vecteur de transformation et de libéralisation de la société. Merci. Merci. Alors, je crois qu'on a de vraies pistes de discussion. Je vous laisse, mesdames, le soin d'y répondre. J'ai essayé de... Sur la question de Eric, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que j'essaie de faire. Et du coup, j'ai été très intéressée d'écouter aussi les deux autres interventions parce que ça m'a donné de nouvelles idées. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'assez... intéressant, alors que ce soit des approches intersectionnelles ou pas, mais on voit bien qu'on est quand même vraiment, ce que tu disais, Kmal, aussi sur les transformations du regard et sur de nouveaux sujets qui surgissent, et du coup, qu'est-ce qu'on met en visibilité, qu'est-ce qu'on invisibilise. Donc, si je raconte en quelques mots, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais moi, ça m'a passionnée. Dans le cadre du programme Power to Use, dont je vous ai parlé très brièvement, donc c'est un programme qui durait sur 3 années, qui engageait 12 équipes au nord et au sud de la Méditerranée, avec beaucoup d'argent pour le monde de la recherche. Et je dirais que la première année, l'essentiel de nos discussions a été précisément de nous disputer sur quelle était la question, parce que effectivement l'appel d'offres de l'UE était très normatif et très explicite. Comment faire pour empowerer les jeunes, et donc identifier les facteurs d'inclusion et d'exclusion. Et donc nous, on est arrivé, notamment l'équipe française, en disant mais enfin tout cela est de la construction politique, et on était sûr que nos collègues seraient d'accord avec nous. Or pas du tout. On a vraiment beaucoup discuté sur la façon dont on allait appréhender les jeunes dans nos enquêtes respectives. Est-ce que c'est... alors, il y avait certains qui étaient tenants du fait qu'on va travailler sur les, je ne sais plus combien, 15, 27 ans, et d'autres, au contraire, qui disaient, mais non, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on dit quand on dit les jeunes et tout. Bon, bref, je raconte cette petite histoire parce que un des points qu'on a mis en avant dans nos enquêtes donc ça portait sur 6 pays, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Turquie et la Palestine. Donc, ce qui était très frappant, c'était le décrochage, mais énorme, entre la grande production de sciences sociales sur les jeunes dans ces pays depuis, on va dire, 50 ans, et la production, on va dire, de littérature grise, souvent engageant d'ailleurs les mêmes auteurs. Donc, d'un côté très déconstructiviste, de l'autre côté très normatif pour aller vite. Et en fait, on a vécu
les raisons de cela. C'est-à-dire c'est le côté, l'injonction, le cahier des charges du bailleur fait que si on ne s'arme pas, et par exemple si on n'a pas une Blandine Destrumeaux dans l'équipe qui est coriace et qui se met debout sur la table pour dire il n'en est pas question, bah, par facilité on peut rentrer là-dedans. Donc du coup, pour illustrer ce que tu disais, peut-être pour faire le lien aussi avec, parce que j'avais des questions pour Gaëlle, c'était sur la question du rapport au mariage, en fait. Et donc, ce qu'on voit bien dans les enquêtes, c'est comment est-ce que la famille reste un lieu. Alors, d'abord, c'est un coussin social, c'est évident. Hein, c'est un lieu où on recherche la reconnaissance. Donc, essayer de, par exemple, on fait des études parce que c'est ce qu'attendent les parents, etc. C'est aussi un lieu de projections différentes. Et là, on voit de très fortes dichotomies, me semble, entre les jeunes garçons et les jeunes femmes. Et ça, dans l'enquête, par exemple, en Tunisie, qui avait été conduite par Olfa Lamloum, là, sur les jeunes de Douar Isher et de Tadaman, et puis qu'on retrouve aussi dans une enquête du Haut Commissariat au Plan au Maroc, bah, c'est que les jeunes garçons interrogés se projettent bien dans le mariage. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une forme d'autonomisation de la famille. Tandis que les jeunes femmes, pas du tout. Elles le mettent pas du tout en priorité, bien au contraire, parce que pour elles, c'est le choix, le mariage contre le travail, etc. Et donc c'est passé d'une tutelle à une autre. Ça, on l'a vu de façon assez frappante. Alors du coup, je voulais savoir comment, parce que ça me fait penser à une autre, à deux autres choses. Dans le bouquin Jeunesse arabe, on a un article de Kamel Cheshwa, qui fait le récit de deux jeunes Algériens qui se suicident dans la Kabylie. Donc il essaie de restituer, il réactualise Durkheim en Algérie dans les années 2000, on va dire, et donc il interroge les raisons sociologiques du suicide. Et il montre donc des taux de suicide vraiment importants, davantage chez les femmes que chez les hommes, et davantage en milieu rural qu'en milieu urbain. Du coup, là encore, je pense qu'il y a des questions un peu contre-intuitives sur l'intégration dans la famille et sur ce rapport, sur les assignations, je dirais, de lieux et de... Voilà, mais qui me semble aussi, Kmar fait le pendant de ce que tu dis sur la façon dont la femme est traitée dans le cinéma. Merci. Alors, pour répondre d'abord à monsieur sur le recul du droit des femmes, etc., je pense que là aussi, il faut regarder de façon un peu contre-intuitive, c'est-à-dire dans l'enquête qu'on a menée, l'enquête image, donc c'était International Men and Gender Equality Survey, qui s'est passé en Tunisie, pas du tout en Tunisie. Pas du tout. Non, au Liban, en Palestine, en Égypte et au Maroc. En fait, dans les entretiens qu'on a fait, donc il y avait une enquête quantitative et une enquête qualitative. Dans le quantitatif, 1200 hommes, 1200 femmes, on s'est aperçu que ce recul vers le conservatisme n'était pas si évident que ça. En réalité, c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que même si les femmes mettent un voile, c'est pas pour ça que, par exemple, elles vont pas coucher avant le mariage, ou qu'elles vont pas se faire avorter, ou qu'elles vont pas, etc. Et ça, ou qu'elles vont pas refuser un prétendant choisi par la famille. Et je pense que c'est extrêmement important d'aller au fond des choses et de pas rester sur la surface des apparences, parce que il y a des vrais paradoxes qui se mettent en place dans la représentation du rôle des hommes et des femmes, et que même si la religion est un ressort extrêmement important de l'organisation des habitus, en fait, pour les hommes et pour les femmes, en réalité, on s'aperçoit qu'assez vite, sur des sujets qui concernent les personnes individuellement, les représentations peuvent évoluer. C'est-à-dire, quand on a fait des focus group, beaucoup de focus group dans un peu tous les milieux, et ce qu'on a vu sur les questions de l'avortement, du divorce, de l'homosexualité, du mariage précoce,
des relations sexuelles avant le mariage, donc autant de sujets quand même assez sensibles, c'est qu'il y avait un petit arrangement avec la religion et que quand ça concerne ma sœur, ma cousine ou mon ami très proche, je suis tout à fait prête à faire des concessions avec la religion et je peux m'en arranger. Donc, il y a un certain nombre de paradoxes puisque cette religion, en fait, c'est vrai, il y a un retour du conservatisme, évidemment, là, pour le coup, ça se voit. Mais en revanche, dans la manière de penser le rôle des femmes, l'identité des hommes, la fonction sociale des hommes et celle des femmes, on a une vraie évolution, des tendances très de changement et notamment une attitude extrêmement ambiguë par rapport au travail. Et ça, je vais pouvoir répondre en même temps à Myriam. Où le travail est à la fois un espace d'émancipation, mais aussi un espace de domination, un espace de contraintes supplémentaires. Et dans nos enquêtes, en revanche, on a eu très fermement l'idée que l'entrée dans le mariage était extrêmement importante, restait vraiment quelque chose de très fort pour les hommes comme pour les femmes. Mais alors, oui, on a des chiffres différents. Oui, c'est plus important, effectivement. Alors, je ne les ai pas en tête, je ne les ai pas préparés là. Mais c'est vrai que les hommes ont un rapport au mariage qui est plus optimiste que les femmes. Et les femmes, surtout dans les entretiens, disent le mariage, en fait, ça va être des contraintes supplémentaires. Bien sûr, d'une part, c'est l'émancipation parce que je vais sortir de ma famille, je vais quitter ma famille, mon père, etc. Mais en même temps, je vais avoir des contraintes supplémentaires parce que je vais me retrouver avec toutes les tâches domestiques à faire. On a eu un certain nombre d'entretiens où les femmes disaient je déteste être une femme, en réalité je suis devenue une machine qui n'arrête pas de travailler du matin au soir et l'entrée dans le travail ne s'est jamais accompagnée d'une redistribution des tâches domestiques. Et donc ces femmes, notamment les ouvrières du textile qu'on a interviewées, montraient à quel point c'était une charge pour elles. Mais voilà, encore une fois, une grande ambiguïté, à la fois par le mariage, on entre dans une vie sociale et sexuelle officielle, mais on est aussi encadré et c'est extrêmement difficile de mener tout de front. Et le fait parfois de partir, on le voit très bien avec les accords européens d'échange pour que les ouvrières des fraises aillent travailler en Espagne, par exemple. Il y a beaucoup de chercheuses comme Jamila Zenidi ou Emmanuel Elio ou Juana Morena Nieto qui ont montré que ces femmes, elles partent de chez elles pour aller travailler en Espagne, elles ne veulent pas revenir. Parce qu'elles sont libres, elles n'ont pas de mari. Alors après, évidemment, il y a d'autres choses, puisqu'il y a le harcèlement, etc., qui se passe aussi dans les exploitations de fraises, de tomates cerises et tout ça, qui sont évidemment... Mais pour une part, le fait de partir, c'est une espèce de soulagement incroyable pour elles, de se séparer de façon comme ça officielle, pour une bonne cause, une bonne raison, de leur mari, de leur famille, et de pouvoir vivre comme des individus, de s'affranchir, de se construire en tant qu'individu. Et on a... il y a Chérine El-Feki qui a travaillé qui a publié un livre récemment sur la révolution du plaisir. Donc c'est sur la révolution sexuelle en Égypte. En fait, elle s'appelle comme ça, mais elle était très furieuse de voir qu'on lui avait mis ce nom-là, parce qu'en réalité, elle démontre que la révolution du plaisir n'a pas vraiment eu lieu en Égypte, mais elle montre très très bien à quel point la jeunesse égyptienne, par exemple, a pu se révolter contre le chef d'État, contre Moubarak et le mettre dehors et tout ça, mais à quel point finalement, sans les filets sociaux, etc., dont tu parlais tout à l'heure, les filles notamment ne peuvent pas s'affranchir de leur famille et de leur père. Donc elles peuvent virer le père symbolique à la tête de l'État, mais pas le leur.
Parce que si jamais elles ont un problème, elles sont divorcées, elles sont battues ou je ne sais pas quoi, elles ne pourront pas retourner dans leur famille. Et donc ça, évidemment, c'est des effets paradoxaux des émancipations, des évolutions, des représentations. Parce qu'à la fois, les représentations ont beaucoup bougé, mais en même temps, on ne peut pas vraiment compter sur le fait d'être totalement émancipé non plus. Parce que vivre seul reste quelque chose de difficile quand même. Merci beaucoup. Juste une micro-question. Le rapport image, est-ce qu'on y a accès? Parce que je pense que c'est une source... Oui, il est sur Internet. Ouais. Il est, on tape Promundo Image MENA, image au pluriel, il y a le survey à la fin. Et on trouve le rapport régional. Et sur le site de l'ONU Femmes Maghreb, Maroc, il y a le rapport marocain. Voilà. Pour répondre à la question sur le cinéma et le théâtre, vous avez raison, quelqu'un comme Nouri Bouzid, non seulement il n'a pas été aidé, mais il n'a pas été censuré. C'est ça l'ambiguïté aussi. Je voulais dire aussi que l'État n'est pas quand même un petit saint quand même dans cette affaire-là. Donc Nouri Bouzid n'a pas été aidé dans la production, c'est son producteur qui a joué sur ses crédits de production pour pouvoir tourner 2 films à la fois parce qu'on lui avait donné... Je veux dire, c'est pas un homme béni non plus par les pouvoirs publics, mais vous avez raison de dire aussi. Moi, je crois que Nouri Bouzid il tient son succès du public. Enfin, je veux dire, des sujets qu'il aborde. Si L'homme de cendre a été aussi important, plus que Baznès, parce que Baznès n'a pas eu le succès de L'homme de cendre, c'est qu'il parlait du viol d'un homme par un homme. Enfin, et là aussi, c'est un de ces sujets précurseurs qui ont touché le public tunisien. Donc Nouri Bouzid, c'est un cinéaste du public. Tout à fait. Et vous parlez du théâtre, vous avez raison, mais moi j'aurais tendance à dire que ce sont 2 foyers d'activité, enfin très actifs et extrêmement importants, il y a des passages entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font l'un et l'autre, et évidemment, bien sûr, quand on étudie, quand on fait un zoom arrière et on dit le théâtre tunisien, le cinéma tunisien, évidemment, on voit 2 foyers extrêmement actifs. Mais moi, ce qui me semble important, c'est que ce sont des moyens d'expression artistique qui rencontrent le public et qui ont un public et qui ont aujourd'hui. Alors, il y a pas il y a des petites. Maintenant, les petites formations de théâtre augmentent beaucoup, mais il n'y a pas d'école de théâtre. Il y a des écoles de cinéma, mais il n'y a pas d'école il y a l'école des animateurs, enfin des arts dramatiques. D'accord, mais enfin, ça forme plein de gens. Et pas seulement dans le théâtre. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas officiellement, il y en a une, mais ce qui me semble intéressant, c'est que véritablement, ce sont 2 secteurs assez différents. Et quand vous regardez aujourd'hui, et ça se voit, ce sont des secteurs qui s'individualisent beaucoup, qui se posent beaucoup. Quand vous entendez quelqu'un comme Mohamed Ben Ataya aujourd'hui vous dire, dans les castings, on ne trouve pas de bons acteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas assez de bons acteurs dans le théâtre, pas assez de bons acteurs professionnels. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Tout ça pour dire que et le théâtre aussi, on peut le remarquer autrement, pousse les limites. On n'est plus du tout dans la configuration des années 70, 80, où c'était petit, les gens allaient de l'un à l'autre. Maintenant, on va vers le cinéma, on va vers le théâtre et vers l'expression et vers l'art et vers l'esthétique. Et ça se revendique très fort des tenants de l'un ou de l'autre art. C'est des arts qui s'individualisent beaucoup, qui prennent beaucoup de force et beaucoup de personnalité, si vous voulez, l'un par rapport à l'autre. Et pour finir sur la comparaison avec le Maroc, merci pour la perche. Il se trouve véritablement que le Maroc a un cinéma très vivace, etc., par une autre politique de l'État, celle par les salles. Et ça, c'est une politique que M6 a instaurée et qui est assez payante. C'est-à-dire qu'on est allé par le public et par les salles de cinéma, en multipliant les multiplexes, comme on dit, pour vitaliser le cinéma marocain, qui est effectivement un cinéma aujourd'hui extrêmement dynamique. Pour la Tunisie, c'est pas ça. On n'a pas du tout cette action de l'État par les salles, puisqu'on reste encore assez pauvre, et les privés sont assez importants dans les salles pour le moment. À part les salles de la Cité de la Culture, il n'y a pas de salles par le public du tout. Donc on n'a pas du tout cette action de l'État par les salles qui consiste véritablement à actionner le public, enfin la publicité, la diffusion, si vous voulez, la distribution, pour actionner la production. C'est un mécanisme
C'est un mécanisme économique très puissant. Il a réussi au Maroc. En Tunisie, non. On ne sait pas. Je ne sais pas par quel... C'est le public par lui-même, presque de manière sauvage, qui s'impose. Et la production, aujourd'hui, elle est comme dans une machine de production. Moi, ça me ravit. Je trouve ça extraordinaire comme effervescence, etc. J'ai oublié le chiffre de tout à l'heure. C'est 178 films documentaires de 2008 à 2017, ce qui est énorme, hein, surtout dans le documentaire. Et donc, vous voyez, c'est une sorte de production qui s'auto-produit. Il y a un peu de coproduction, mais beaucoup de production. Et là aussi, moi, je crois que c'est un signe extrêmement intéressant, hein, et assez original aussi, hein. Il n'y a pas d'action de l'État pour le faire. Pas plus qu'avant, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer la discussion autour de la pause café et de nous retrouver donc dans un quart d'heure dans cette salle. Merci beaucoup.